Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron. Il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser, c'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ça sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi. Et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». J'ai couru pour ne pas manquer le départ de l'autobus. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela, sans doute ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que j'attende le directeur. J'ai attendu un peu, puis j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Meursault est rentrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. « Vous n'avez pas à vous justifier, monsieur Meursault. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit « Je suppose que vous voulez voir votre mère. » Je me suis levé sans rien dire. Il m'a précédé vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué. Nous l'avons transportée dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours et ça rend le service difficile. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. Je vous laisse, monsieur Meursault. Je suis à votre disposition dans mon bureau. Nous avons fixé l'enterrement à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez veiller ainsi la disparue. Je l'ai remercié et je suis entré. C'était une salle claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. 2 d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle.
On voyait seulement les vis brillantes à peine enfoncées se détacher sur des planches passées au bout de noix. Le concierge est entré derrière mon dos, il avait dû courir, il a bégayé un peu. On l'a couverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la boire. Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Vous ne voulez pas? J'ai dit non. J'étais gêné parce que je pensais que je n'aurais pas dû dire ça. Il m'a regardé et il m'a demandé « Pourquoi ?» Je ne sais pas. Alors, tortillant sa moustache blanche, sans me regarder, il a déclaré « Je comprends ». Il avait de beaux yeux bleu clair et un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. 2 frelons bourdonnaient contre la verrière. Je sentais le sommeil me gagner. Le soir était tombé brusquement. Très vite, la nuit s'était épaissie au-dessus de la verrière. Le concierge m'a offert alors d'apporter une tasse de café au lait. Comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté. Il est revenu un moment après avec un plateau. J'ai bu. J'ai eu alors envie de fumer, mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi. Cela n'avait aucune importance. J'ai offert une cigarette au concierge et nous avons fumé. Au bout d'un moment, le concierge m'a dit « Vous savez, les amis de madame votre mère vont venir la veiller aussi, c'est la coutume. Il faut que j'aille chercher des chaises et du café noir. » Il faisait doux. Le café m'avait réchauffé et par la porte ouverte entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que j'ai somnolé un peu. C'est un frôlement qui m'a réveillé. C'est à partir de ce moment que sont entrés les amis de maman. Ils étaient en tout une dizaine. Ils glissaient en silence. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Je les voyais comme je n'avais jamais vu personne. Et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne les entendais pas, et j'avais peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. Les hommes étaient tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi, à dodeliner de la tête. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. J'avais même l'impression que cette morte, couchée au milieu d'eux, ne signifiait rien à leurs yeux. Mais je crois maintenant que c'était une impression fausse. Puis, j'ai encore dormi. Je me suis réveillé parce que j'avais de plus en plus mal aux reins. Le jour glissait sur la verrière. Le concierge a dit que les amis de maman devaient partir. Ils se sont levés. En sortant, et à mon grand étonnement, ils m'ont serré la main, comme si cette nuit où nous n'avions pas échangé un seul mot avait accru notre intimité. J'ai encore pris du café au lait qui était très bon. Quand je suis sorti, le jour était complètement levé. Le ciel était plein de rougeur. Il y a longtemps que j'étais allé à la campagne, et je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. J'ai attendu dans la cour, sous un platane. Je respirais l'odeur de la terre fraîche et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé aux collègues du bureau. À cette heure, ils se levaient pour aller au travail. Pour moi, c'était toujours l'heure la plus difficile.
Le concierge a traversé la cour et m'a dit que le directeur me demandait. Je suis allé dans son bureau. Il m'a fait signer un certain nombre de pièces et m'a interpellé. Les employés des pompes funèbres sont là depuis un moment. Je vais leur demander de venir fermer la bière. Voulez-vous auparavant voir votre mère une dernière fois? J'ai dit non. Il m'a dit qu'il assisterait à l'enterrement et je l'ai remercié. Il m'a averti que lui et moi serions seuls. En principe, les pensionnaires ne devaient pas assister aux enterrements. Mais en l'espèce, il avait accordé l'autorisation de suivre le convoi à un vieil ami de maman, Thomas Pérez. Vous comprenez? C'est un sentiment un peu puéril. Mais lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait. On disait, c'est votre fiancé, lui riait, ça leur faisait plaisir. Le fait est que la mort de Madame Borsault l'a beaucoup affecté. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation. Nous sommes restés silencieux assez longtemps. Le directeur s'est levé et nous sommes descendus. Devant le bâtiment, il y avait le curé et 2 enfants de chœur. J'ai vu d'un coup que les vis de la bière étaient enfoncées et qu'il y avait 4 hommes noirs. Ils se sont avancés vers la bière avec un drap. Puis nous nous sommes rangés pour laisser passer le corps. Devant la porte, il y avait la voiture, vernie, oblongue et brillante. Elle me faisait penser à un plumier. À côté d'elle, il y avait un vieillard à l'allure empruntée. J'ai compris que c'était Pérez. Il avait un feutre mou. Il l'a ôté quand la bière a passé la porte. Ses lèvres tremblaient au-dessous d'un nez truffé de points noirs. Le ciel était déjà plein de soleil. Je regardais la campagne autour de moi et je comprenais maman. Le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. Nous nous sommes mis en marche. La sueur coulait sur mes joues. Le soleil avait fait éclater le goudron, les pieds s'y enfonçaient et laissaient ouverte sa pulpe brillante. J'étais un peu perdu entre ce ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs, noir gluant du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et de crottin de la voiture, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublait le regard et les idées. Tout s'est passé avec précipitation. Les grosses larmes de peine de Pérez qui ruisselaient sur ses joues, l'église, les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement de Pérez, la terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman, la chair blanche des racines qui s'y mêlaient, encore du monde, des voix, le village, l'attente devant le café, l'incessant ronflement du moteur, et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'Alger et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures. J'ai eu de la peine à me lever parce que j'étais fatigué de ma journée d'hier. Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et j'ai décidé d'aller me baigner. J'ai pris le tram pour aller à l'établissement de bain du port. Là, j'ai plongé dans la Passe. Il y avait beaucoup de jeunes gens. J'ai retrouvé dans l'eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque. Elle aussi, je crois. Je l'ai aidée à monter sur une bouée
Et dans ce mouvement, j'ai effleuré ses seins. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi, elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée. Il faisait beau. Et comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit. Je suis resté assis. J'avais tout le ciel dans les yeux, il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée à moitié endormis. Quand le soleil est devenu trop fort, elle a plongé. Je l'ai suivie, je l'ai rattrapée, j'ai passé ma main autour de sa taille et nous n'avons nagé ensemble. Elle riait toujours. Sur le quai, pendant que nous nous séchions, je lui ai demandé si elle voulait venir au cinéma le soir avec moi. Elle a encore ri et m'a dit qu'elle avait envie de voir un film avec Fernandel. Quand nous nous sommes rhabillés, elle a eu l'air très surprise de me voir avec une cravate noire. Elle m'a demandé si j'étais en deuil. Je lui ai dit que maman était morte. Elle a voulu savoir depuis quand. J'ai dit depuis hier. Elle a eu un petit recul, mais n'a fait aucune remarque. J'ai eu envie de lui dire que ce n'était pas de ma faute, mais je me suis arrêté. Cela ne signifie rien. De toute façon, on est toujours un peu fautif. Le soir, Marie avait tout oublié. Le film était drôle par moments, puis vraiment trop bête. Elle avait sa jambe contre la mienne, je lui caressais les seins. Vers la fin de la séance, je l'ai embrassée, mais mal. En sortant, elle est venue chez moi. Quand je me suis réveillé, Marie était partie. J'ai cherché dans le traversin l'odeur de sel que les cheveux de Marie y avaient laissée, et j'ai dormi jusqu'à 10 heures. J'ai fumé des cigarettes, toujours couché jusqu'à midi. Je me suis fait cuire des œufs et je les ai mangés à même le plat. Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu. L'appartement était commode quand maman était là. Maintenant, il est trop grand pour moi. Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L'après-midi était beau, la rue était déserte. J'ai retourné ma chaise vers la fenêtre pour fumer. Je suis resté longtemps à regarder le ciel. À 5 heures, des tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade les joueurs. L'un d'eux m'a crié « On les a eus !» J'ai fait oui de la tête. La journée a tourné encore un peu. Au-dessus des toits, le ciel est devenu rougeâtre. Et avec le soir naissant, les rues se sont animées. J'ai senti mes yeux se fatiguer à regarder les trottoirs et leur chargement d'hommes et de lumière. J'ai pensé qu'il fallait dîner. J'avais un peu mal au cou d'être resté trop longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. J'ai fait ma cuisine et j'ai mangé debout. J'ai fumé une cigarette à la fenêtre, mais l'air avait fraîchi et j'ai eu un peu froid. J'ai fermé la fenêtre. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tirée, que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y a rien de changé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé au bureau. Le patron a été aimable. Il m'a demandé si je n'étais pas trop fatigué. Il a voulu savoir l'âge de maman. J'ai dit une 60aine d'années pour ne pas me tromper. Il faisait très chaud dans le bureau. Et le soir, en sortant, j'étais heureux de revenir en marchant lentement le long des quais.
Le ciel était vert et je me sentais content. Tout de même, je suis rentré directement chez moi. En montant dans l'escalier noir, j'ai heurté le vieux Salamano, mon voisin de palier. Il était avec son chien. À force de vivre seuls tous les deux dans une petite chambre, le vieux Salamano a fini par lui ressembler. Il a des croûtes rougeâtres sur le visage et le poil jaune et rare. Quand je l'ai rencontré, le vieux Salamano disait à son chien « Salaud, charogne !» Et le chien gémissait. J'ai dit « Bonsoir », mais le vieux insultait toujours. « Salaud, charogne !» J'ai parlé plus fort. Alors, sans se retourner, il m'a répondu avec une sorte de rage rentrée. Il est toujours là. Puis il est parti en tirant la bête qui se laissait traîner sur ses quatre pattes et gémissait. Juste à ce moment est entré mon deuxième voisin de palier, Raymond Sintès. Il est petit, avec de larges épaules et un nez de boxeur. Il est toujours habillé très correctement. Nous sommes montés, j'allais le quitter, quand il m'a dit « J'ai chez moi du boudin et du vin, si vous voulez manger un morceau avec moi ». J'ai pensé que cela m'éviterait de faire ma cuisine et j'ai accepté. La chambre était sale et le lit défait. Il a sorti un pansement assez douteux de sa poche et a commencé à envelopper sa main droite. Je lui ai demandé ce qu'il avait. Il m'a dit qu'il avait eu une bagarre avec un type qui lui cherchait des histoires. Vous comprenez, monsieur Marceau? C'est pas que je suis méchant, mais je suis vif. L'autre lui a dit « Descends du tram si tu es un homme ». Sintès a répondu « Allez, reste tranquille, ça vaut mieux pour toi, je vais te mûrir ». L'autre lui a dit « De quoi ?» Alors Sintès lui en a donné un. L'autre est tombé. Sintès allait le relever. Mais l'autre lui a donné des coups de pied de par terre. Alors Sintès lui a donné un coup de genou et 2 taquets. Il lui a demandé s'il avait son compte. L'autre lui a dit « Oui ». En mangeant, il a commencé à me raconter son histoire. Il a connu une dame. C'était pour autant dire sa maîtresse. L'homme avec qui il s'était battu était le frère de cette femme. Il m'a dit qu'il l'avait entretenue, qu'il lui donnait juste de quoi vivre. Madame ne travaillait pas, lui disait que c'était juste, qu'elle n'arrivait pas avec ce qu'il lui donnait. Il m'a raconté alors qu'il avait trouvé un billet de loterie dans son sac et qu'elle n'avait pas pu lui expliquer comment elle l'avait acheté. Il a bien vu qu'il y avait tromperie. Alors, il l'a quitté. Mais d'abord, il l'a battu. Il l'a battu jusqu'au sang. Et pour lui, il ne l'avait pas assez puni. C'était pour cela qu'il avait besoin d'un conseil. J'avais bu près d'1 litre de vin et j'avais très chaud aux tempes. Il voulait savoir ce que je pensais de cette histoire. Je lui ai dit qu'on ne pouvait jamais savoir, mais je comprenais qu'il veuille la punir. Il a allumé une cigarette et m'a découvert son idée. Il voulait lui écrire une lettre, avec des coups de pied et en même temps des choses pour la faire regretter. Après, quand elle reviendrait, il couchera avec elle et juste au moment de finir, il lui crachera la figure et la mettrait dehors. Raymond ne se sentait pas capable de faire la lettre qu'il fallait. Il avait pensé à moi pour la rédiger. Il m'a demandé si cela m'ennuierait de le faire tout de suite. J'ai répondu que non. Quand il m'a dit le nom de la femme, j'ai vu que c'était une Mauresque. J'ai fait la lettre, puis je l'ai lue à haute voix. Il m'a écouté en fumant et hochant la tête. Il a été tout à fait content. Il m'a dit « Je savais bien que tu connaissais la vie. Maintenant, tu es un vrai copain. » J'ai dit oui. Cela m'était égal d'être son copain. Il a cacheté la lettre et nous avons fini le vin. Raymond m'a téléphoné au bureau. Un de ses amis m'invitait à passer la journée de dimanche dans son cabanon près d'Alger. J'ai répondu que je voulais bien, mais que j'avais promis ma journée à une amie. Raymond m'a tout de suite déclaré qu'il l'invitait aussi. Le dimanche,
J'ai eu de la peine à me réveiller. Il a fallu que Marie me secoue. Elle avait mis une robe de toile blanche et lâché ses cheveux. Je lui ai dit qu'elle était belle. Elle a ri de plaisir. Marie m'a demandé si je voulais me marier avec elle. Je répondu que cela m'était égal. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. Je lui ai dit que cela ne signifiait rien et que sans doute je ne l'aimais pas, mais que si elle le désirait, nous pouvions nous marier. Elle a observé que le mariage était une chose grave. J'ai dit non. Elle s'est tue. Elle m'a regardé en silence. Elle a déclaré qu'elle me trouvait bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela, mais que peut-être un jour je la dégoûterais pour les mêmes raisons. Comme je me taisais, elle m'a pris dans ses bras en souriant. Elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi. J'ai répondu que nous le ferions dès qu'elle le voudrait. Dans la rue, le jour tout plein de soleil m'a frappé comme une gifle. Nous avons entendu Raymond fermer sa porte. Il sifflait en descendant. Il m'a dit « Salut, vieux !» et il appelait Marie mademoiselle. Nous allions partir quand Raymond m'a fait signe de regarder en face. J'ai vu un groupe d'Arabes adossés à la devanture du bureau de tabac. Ils nous regardaient en silence. Raymond m'a dit que le deuxième à partir de la gauche était son type. Il a eu l'air préoccupé. Nous sommes allés vers l'arrêt de l'autobus. Raymond m'a fait signe que les Arabes ne nous suivaient pas. Je me suis retourné. Ils étaient toujours à la même place. Nous avons pris l'autobus. L'ami de Raymond habitait un petit cabanon de bois à l'extrémité de la plage. La maison était adossée à des rochers et les pilotis qui la soutenaient sur le devant baignaient dans l'eau. L'ami de Raymond s'appelait Masson. C'était un grand type, massif de taille et d'épaules, avec une petite femme ronde et gentille à l'accent parisien. Il nous a dit tout de suite de nous mettre à l'aise, qu'il y avait une friture de poisson pêché le matin même. Masson voulait se baigner, mais sa femme et Raymond ne voulaient pas venir. Nous sommes descendus tous les trois. Marie s'est jetée immédiatement dans l'eau. Le sable commençait à chauffer sous les pieds. J'ai plongé. L'eau était froide et j'étais content de nager. Avec Marie, nous nous sommes éloignés. Au large, j'ai fait la planche. Et sur mon visage tourné vers le ciel, le soleil écartait les derniers voiles d'eau qui me coulaient dans la bouche. J'ai senti les jambes de Marie autour des miennes et je l'ai désirée. Quand nous sommes revenus, Masson nous appelait déjà. J'ai dit que j'avais très faim. Il a tout de suite déclaré à sa femme que je lui plaisais. Le pain était bon. J'ai dévoré ma part de poisson. Nous mangions tous sans parler. Au café, j'avais la tête un peu lourde et j'ai fumé beaucoup. Masson m'a demandé si je voulais me promener sur la plage avec lui. Marie a tout de suite déclaré qu'elle resterait avec Madame Masson pour faire la vaisselle. Nous sommes descendus tous les trois. Le soleil tombait presque d'aplomb sur le sable et son éclat sur la mer était insoutenable. Il n'y avait plus personne sur la plage. On respirait à peine dans la chaleur de pierre qui montait du sol. Quelquefois, une petite vague plus longue que l'autre venait mouiller nos chaussures de toile. Je ne pensais à rien parce que j'étais à moitié endormi par ce soleil sur ma tête nue. Raymond a dit à Masson quelque chose que j'ai mal entendu. Mais j'ai aperçu en même temps, tout au bout de la plage et très loin de nous, 2 Arabes en bleu de chauffe qui venaient dans notre direction. J'ai regardé Raymond, il m'a dit « c'est lui ». Nous avons continué à marcher. Masson a demandé comment les Arabes avaient pu nous suivre jusque-là. Le sable surchauffé me semblait rouge maintenant. Nous avancions d'un pas égal vers les Arabes.
Quand nous avons été à quelques pas des uns des autres, les Arabes se sont arrêtés. Raymond est allé droit vers son type. J'ai mal entendu ce qu'il a dit, mais l'autre a fait mine de lui donner un coup de tête. Raymond a frappé une première fois. Il a tout de suite appelé Masson. Masson a frappé 2 fois de tout son poids. L'Arabe s'est aplati dans l'eau, la face contre le fond. Il est resté quelques secondes ainsi, des bulles crevant la surface autour de sa tête. Raymond s'est tourné vers moi. « Tu vas voir ce qu'il va prendre !» Je lui criai « Attention, il a un couteau !» Mais déjà Raymond avait le bras ouvert et la bouche tailladée. L'autre Arabe s'est relevé. Il s'est placé derrière celui qui était armé. Nous n'avons pas osé bouger. Ils ont reculé lentement, sans cesser de nous regarder et de nous tenir en respect avec le couteau. Quand ils ont vu qu'ils avaient assez de champ, ils se sont enfuis très vite, pendant que nous restions cloués sous le soleil et que Raymond tenait serré son bras dégouttant de sang. Masson a dit immédiatement qu'il y avait un docteur qui passait ses dimanches sur le plateau. Raymond a voulu y aller tout de suite. Je suis resté pour expliquer aux femmes ce qui était arrivé. Moi, cela m'ennuyait. J'ai fumé une cigarette en regardant la mer. Raymond est revenu avec Masson. Il avait le bras bandé et du sparadrap au coin de la bouche. Raymond avait l'air très sombre. Quand il a dit qu'il descendait sur la plage, je l'ai suivi. Le soleil était maintenant écrasant. Il se brisait en morceaux sur le sable et sur la mer. J'ai eu l'impression que Raymond savait où il allait, mais c'était sans doute faux. Nous sommes arrivés enfin tout au bout de la plage, à une petite source qui coulait derrière un gros rocher. Là, nous avons trouvé nos 2 Arabes. Notre venue n'a rien changé. Celui qui avait frappé Raymond le regardait sans rien dire. L'autre soufflait dans un petit roseau et répétait sans cesse les 3 notes qu'il obtenait de son instrument. Pendant tout ce temps, il n'y a plus eu que le soleil, ce silence, avec le bruit de la source et les 3 notes. Raymond a porté la main à sa poche revolver. Je le descends. Non, prends-le d'homme à homme et donne-moi ton revolver. Quand Raymond m'a donné son revolver, le soleil a glissé dessus. Brusquement, les Arabes à reculons se sont coulés derrière le rocher. Raymond et moi sommes alors revenus sur nos pas. Lui paraissait mieux. Il parlait de l'autobus du retour. Je l'ai accompagné jusqu'au cabanon, et pendant qu'il gravissait l'escalier de bois, je suis resté devant la première marche, la tête retentissante de soleil. Mais la chaleur était telle qu'il m'était pénible aussi de rester immobile sous la pluie aveuglante qui tombait du ciel. Rester ici ou partir, cela revenait au même. Je suis retourné sur la plage et je me suis mis à marcher. C'était le même éclatement rouge. Toute cette chaleur s'appuyait sur moi et s'opposait à mon avance. Et chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents, je fermais les poings, je me tendais tout entier pour triompher du soleil et de cette ivresse opaque qui me déversait. J'ai marché longtemps. Je pensais à la source fraîche. J'avais envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil. Mais quand j'étais plus près, j'ai vu que le type de Raymond était revenu. Il était seul. Il reposait sur le dos tout le corps au soleil. J'étais un peu surpris. J'étais venu là sans y penser. Je n'avais qu'un demi-tour à faire et tout serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source.
L'arabe n'a pas bougé. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues. J'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un seul pas en avant. Et cette fois sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé sur mes paupières et les a recouverts d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement le glaive éclatant du couteau jailli en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être était tendu. J'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse. Et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il eût paru. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Tout de suite après mon arrestation, j'ai été interrogé plusieurs fois. Mais il s'agissait d'interrogatoires d'identité qui n'ont pas duré longtemps. Un avocat est venu me voir à la prison. Il m'a dit qu'on avait pris des renseignements sur ma vie privée. On avait su que ma mère était morte récemment à l'asile. On avait fait une enquête à Marengo. Les instructeurs avaient appris que j'avais fait preuve d'insensibilité le jour de l'enterrement de maman. Il m'a demandé si j'avais eu de la peine ce jour-là. Cette question m'a beaucoup étonné. Sans doute, j'aimais bien maman, mais ne voulait rien dire. Tous les êtres sains avaient plus ou moins souhaité la mort de ceux qu'ils aimaient. Je lui ai dit que j'avais une nature telle que mes besoins physiques dérangeaient souvent mes sentiments. Ce que je pouvais dire à coup sûr, c'est que j'aurais préféré que maman ne mourût pas. Mais mon avocat n'avait pas l'air content. Il m'a dit « Ceci n'est pas assez ». Je lui ai fait remarquer que j'étais comme tout le monde, absolument comme tout le monde. Mon avocat est parti avec un air fâché. Quand je suis rentré en prison, j'ai compris au bout de quelques jours que je n'aimerais pas parler de cette partie de ma vie. C'est seulement après la première et la seule visite de Marie que tout a commencé. De ce jour-là, j'ai senti que j'étais chez moi dans ma cellule et que ma vie s'y arrêtait. La prison est tout en haut de la ville. Et par une petite fenêtre,
je pouvais voir la mer. C'est un jour que j'étais agrippé au barreau, mon visage tendu vers la lumière, qu'un gardien est entré et m'a dit que j'avais une visite. J'ai pensé que c'était Marie. C'était bien elle. J'ai suivi pour aller au parloir un long corridor, puis un escalier et enfin un autre couloir. Je suis entré dans une grande salle, éclairée par une vaste baie. La salle était séparée en 3 parties par 2 grandes grilles qui la coupaient dans sa longueur. Entre les grilles se trouvait un espace de 8 à 10 mètres qui séparait les visiteurs des prisonniers. J'ai tout de suite aperçu Marie en face de moi, avec sa robe à fleurs et son visage bruni. De mon côté, il y avait une dizaine de détenus, des Arabes pour la plupart. À cause de la distance entre les grilles, les visiteurs et les prisonniers étaient obligés de parler très haut. Il m'a fallu quelques secondes pour m'adapter. Déjà collée contre la grille, Marie me souriait de toutes ses forces. Je l'ai trouvée très belle, mais je n'ai pas su le lui dire. Alors voilà. Tu es bien? Tu as tout ce que tu veux? Oui, tout. Nous nous sommes tus. Marie souriait toujours. Je ne voyais plus que l'éclat de ses dents et les petits plis de ses yeux. Elle a crié de nouveau « Tu sortiras et on se mariera ». J'ai répondu « Tu crois ?» Elle a dit alors très vite et très haut que oui, que je serais acquitté et qu'on prendrait encore des bains. Une femme hurlait vers mon voisin, son mari sans doute. Dehors, la lumière a semblé se gonfler contre la baie. Je me sentais un peu malade et j'aurais voulu partir. Le bruit me faisait mal. Mais d'un autre côté, je voulais profiter encore de la présence de Marie. Je ne sais pas combien de temps a passé. Marie m'a parlé de son travail, elle souriait sans arrêt. Le murmure, les bruits, les conversations se croisaient. Peu à peu, on a emmené les Arabes. Presque tout le monde s'est tu. Puis est venu mon tour. Avant de disparaître, je me suis retourné. Marie m'a fait signe qu'elle m'embrassait. Elle était immobile, le visage écrasé contre la grille, avec le même sourire écartelé et crispé. C'est peu après qu'elle m'a écrit. Et c'est à partir de ce moment qu'ont commencé les choses dont je n'ai jamais aimé parler. Au début de ma détention, ce qui a été le plus dur, c'est que j'avais des pensées d'homme libre. Par exemple, l'envie me prenait d'être sur une plage, de descendre vers la mer, à imaginer le bruit des premières vagues sous la plante des pieds, l'entrée du corps dans l'eau et la délivrance que j'y trouvais. Je sentais combien les murs de ma prison étaient rapprochés. Ensuite, je n'avais que des pensées de prisonnier. J'attendais la promenade quotidienne ou la visite de mon avocat. J'ai souvent pensé alors que si on m'avait fait vivre dans un tronc d'arbre sec, sans occupation que de regarder la fleur du ciel au-dessus de ma tête, je m'y serais peu à peu habitué. J'aurais attendu des passages d'oiseaux ou des rencontres de nuages. Or, à bien y réfléchir, je n'étais pas dans un tronc d'arbre sec. Il y avait plus malheureux que moi. D'ailleurs, c'était une idée de maman. Elle répétait souvent qu'on finissait par s'habituer à tout. Les premiers mois ont été durs. Par exemple, j'étais tourmenté par le désir d'une femme. Je ne pensais jamais à Marie particulièrement, mais je pensais aux femmes.
à toutes celles que j'avais connues, à toutes les circonstances où je les avais aimées. Que ma cellule s'emplissait de tous les visages et se peuplait de mes désirs. J'avais fini par gagner la sympathie du gardien-chef. C'est lui d'abord qui m'a parlé des femmes. Il m'a dit que c'était la première chose dont se plaignaient les autres. Je lui ai dit que j'étais comme eux et que je trouvais ce traitement injuste. Mais c'est justement pour ça qu'on vous met en prison. Comment pour ça? Mais oui, on vous prive de la liberté. Je n'avais jamais pensé à cela. C'est vrai, lui ai-je dit. Où serait la punition? Oui, vous comprenez les choses, vous, les autres non. Mais ils finissent par se soulager eux-mêmes. Quand je suis rentré en prison, on m'a pris ma ceinture, mes cordons de souliers, ma cravate et tout ce que je portais dans mes poches. Mes cigarettes en particulier. Une fois en cellule, j'ai demandé qu'on me les rende, mais on m'a dit que c'était défendu. Je suçais des morceaux de bois que j'arrachais de la planche de mon lit. À part ces ennuis, je n'étais pas trop malheureux. J'ai fini par ne plus m'ennuyer du tout à partir de l'instant où j'ai appris à me souvenir. Il y avait aussi le sommeil. Au début, je dormais mal la nuit et pas du tout le jour. Peu à peu, mes nuits ont été meilleures et j'ai pu dormir le jour. Ainsi, avec les heures de sommeil, les souvenirs, l'alternance de la lumière et de l'ombre, le temps a passé. Lorsqu'un jour un gardien m'a dit que j'étais là depuis 5 mois, je l'ai cru, mais je ne l'ai pas compris. Pour moi, c'était sans cesse le même jour qui déferlait dans ma cellule et la même tâche que je poursuivais. Ce jour-là, je me suis regardé dans ma gamelle de fer. Il m'a semblé que mon image restait sérieuse alors même que j'essayais de lui sourire. Je l'ai agitée devant moi, j'ai souri, elle a gardé le même air sévère et triste. Le jour finissait. C'était l'heure sans nom, où les bruits du soir montaient de tous les étages de la prison, dans un cortège de silence. Ce jour-là, j'ai entendu distinctement le son de ma voix. Je l'ai reconnue pour celle qui avait résonné depuis déjà de longs jours à mes oreilles. J'ai compris que pendant tout ce temps, j'avais parlé seul. À 7h30 du matin, on est venu me chercher et la voiture cellulaire m'a conduit au palais de justice. Les gendarmes m'ont dit qu'il fallait attendre la cour. L'un d'eux m'a demandé si j'avais le trac. J'ai répondu que non. Et même dans un sens, cela m'intéressait de voir un procès. Au bout d'un moment, une sonnerie a retenti dans la pièce. Ils m'ont alors ôté les menottes, ils ont ouvert la porte et m'ont fait entrer dans le box des accusés. La salle était pleine à craquer. Et malgré les stores, le soleil s'infiltrait par endroits et l'air était déjà étouffant. Je me suis assis et les gendarmes m'ont encadré. Juste à ce moment, j'ai aperçu une rangée de visages devant moi. Tous me regardaient. J'ai compris que c'étaient les jurés. Je n'ai eu qu'une impression. J'étais devant une banquette de tramway et tous ces voyageurs anonymes épiaient le nouvel arrivant pour en apercevoir les ridicules. Je crois bien que d'abord je ne m'étais pas rendu compte que tout ce monde se pressait pour me voir. D'habitude, les gens ne s'occupaient pas de ma personne. J'ai eu la bizarre impression d'être de trop, un peu comme un intrus. Une petite sonnerie a retenti dans le prétoire. J'ai vu un grand homme mince, vêtu de rouge, qui s'asseyait en pliant sa robe avec soin. C'était le procureur. Un huissier a annoncé la cour.
Au même moment, 2 gros ventilateurs ont commencé de vrombir. L'homme en rouge s'est assis sur le fauteuil du milieu, a posé sa toque devant lui et déclaré que l'audience était ouverte. Les journalistes tenaient leur stylo en main. Ils avaient tous le même air indifférent et un peu narquois. Pourtant, l'un d'entre eux, beaucoup plus jeune, habillé en flanelle grise avec une cravate bleue, avait laissé son stylo devant lui et me regardait. Dans son visage, je n'ai vu que 2 yeux très clairs qui m'examinaient attentivement. J'ai eu la bizarre impression d'être regardé par moi-même. Le président a demandé de procéder à l'appel des témoins. L'huissier a lu des noms qui ont attiré mon attention. J'ai vu se lever un à un le directeur et le concierge de l'asile. Le vieux Thomas Pérez, Raymond, Masson, Salamano. Marie, celle-ci m'a fait un petit signe anxieux. Le dernier, Céleste, s'est levé pour rejoindre les témoins désignés. Le président a déclaré que l'audience était ouverte, qu'il était là pour diriger avec impartialité les débats d'une affaire qu'il voulait considérer avec objectivité. La sentence rendue par le jury serait prise dans un esprit de justice et au moindre incident, il ferait évacuer la salle. La chaleur montait. Je voyais dans la salle les assistants s'éventer avec des journaux. Cela faisait un petit bruit continu de papier froissé. Mon interrogatoire a commencé aussitôt. On m'a fait décliner mon identité et malgré mon agacement, j'ai pensé qu'au fond, c'était assez naturel, parce qu'il serait trop grave de juger un homme pour un autre. Le président a recommencé le récit de ce que j'avais fait en s'adressant à moi toutes les 3 phrases. « Est-ce bien cela ?» À chaque fois, j'ai répondu « Oui, monsieur le président ». Cela a été long parce que le président apportait beaucoup de minutie dans son récit. Il m'a dit qu'il devait aborder des questions apparemment étrangères à mon affaire, mais qui peut-être la touchaient de fort près. J'ai compris qu'il allait encore parler de maman, et j'ai senti combien cela m'ennuyait. Il m'a demandé pourquoi j'avais mis maman à l'asile. J'ai répondu que c'était parce que je manquais d'argent pour la faire garder et soigner. Il m'a demandé si cela m'avait coûté personnellement. J'ai répondu que ni maman ni moi n'attendions plus rien de l'autre, ni d'ailleurs de personne, et que nous nous étions habitués tous les 2 à nos vies nouvelles. Le président a déclaré qu'il ne voulait pas insister sur ce point. Il a demandé au procureur s'il ne voyait pas d'autres questions à me poser. Celui-ci, sans me regarder, m'a demandé si j'étais retourné vers la source tout seul avec l'intention de tuer l'arabe. J'ai répondu que non. Alors pourquoi armé et pourquoi vers cet endroit précisément? J'ai répondu que c'était le hasard. Le procureur a noté avec un accent mauvais « Ce sera tout pour le moment ». Tout ensuite a été confus, du moins pour moi. Le président a déclaré que l'audience était levée et renvoyée à l'après-midi. Tout a recommencé. Je me suis retrouvé dans la même salle, devant les mêmes visages. J'ai essuyé la sueur qui couvrait mon visage et je n'ai repris un peu conscience du lieu et de moi-même que lorsque j'ai entendu appeler les témoins.
Le jeune journaliste était toujours là et me regardait sans rien dire. Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Je peux dire qu'entre les plaidoiries du procureur et de mon avocat, on a beaucoup parlé de moi, et peut-être plus de moi que de mon crime. D'ailleurs, étaient-elles si différentes, ces plaidoiries ? Le procureur tendait les mains et dénonçait la culpabilité, mais sans excuse. L'avocat levait les bras et plaidait coupable, mais avec excuse. J'étais parfois tenté d'intervenir, mais mon avocat me disait « Taisez-vous, cela vaut mieux pour votre affaire ». On avait l'air de traiter cette affaire en dehors de moi. Tout se déroulait sans mon intervention. J'avais envie d'interrompre tout le monde, mais tout de même, qui est l'accusé ? C'est important d'être l'accusé, et j'ai quelque chose à dire. Mes réflexions faites, je n'avais rien à dire. Si j'ai bien compris la plaidoirie du procureur et le fond de sa pensée, c'est que j'avais prémédité mon crime. Il a résumé les faits à partir de la mort de maman. Mon insensibilité, l'ignorance où j'étais de l'âge de maman, mon bain du lendemain avec une femme, le cinéma, Fernandel, et enfin la rentrée avec Marie. Ensuite, il en est venu à l'histoire de Raymond, la lettre d'accord avec Raymond pour sa maîtresse. J'avais provoqué sur la plage les adversaires de Raymond. Celui-ci avait été blessé. Je lui avais demandé son revolver. J'étais revenu seul pour m'en servir. J'avais abattu l'arabe, comme je le projetais. J'avais attendu. Et pour être sûr que la besogne était bien faite, j'avais tiré encore 4 balles posément, à coup sûr, d'une façon réfléchie en quelque sorte. Et voilà, messieurs, j'ai retracé devant vous le fil d'événements qui a conduit cet homme à tuer en pleine connaissance de cause. A-t-il seulement exprimé des regrets ? Jamais, messieurs. Sans doute, je ne pouvais pas m'empêcher de reconnaître qu'il avait raison. Je ne regrettais pas beaucoup mon acte. J'aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que je n'avais jamais pu regretter vraiment quelque chose. J'étais toujours pris par ce qui allait arriver, par aujourd'hui ou par demain. Moi, j'étais étourdi de chaleur et de confusion. Le président a toussé un peu, et sur un ton très bas, il m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. Comme j'avais envie de parler, je me suis levé et j'ai dit un peu au hasard que je n'avais pas l'intention de tuer l'arabe. Le président m'a demandé de préciser les motifs qui avaient inspiré mon acte. J'ai répondu que c'était à cause du soleil. Il y a eu des rires dans la salle. Mon avocat a haussé les épaules et tout de suite après, on lui a donné la parole. Sa plaidoirie me semblait ne devoir jamais finir. La cour a suspendu l'audience et mon avocat s'est assis d'un air épuisé. Nous avons attendu très longtemps. Quand la sonnerie a retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Ce silence et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné ses yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie, je n'en ai pas eu le temps, parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français.
Le président m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. J'ai réfléchi. J'ai dit non. Lorsque je suis allongé, je vois le ciel et je ne vois que lui. Toutes mes journées se passent à regarder sur mon visage le déclin des couleurs qui conduit le jour à la nuit. Couché, je passe mes mains sous la tête et j'attends. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. Le fait que la sentence avait été prise, qu'elle avait été lue par des hommes, qu'elle avait été portée au crédit d'une notion aussi imprécise que le peuple français ou allemand ou chinois, il me semblait bien que tout cela enlevait beaucoup de sérieux à une telle décision. J'étais obligé de reconnaître que dès la seconde où elle avait été prise, ses effets devenaient aussi certains, aussi sérieux que la présence de ce mur tout au long duquel j'écrasais mon corps. Il y avait deux choses à quoi je réfléchissais tout le temps, l'aube et mon pourvoi. C'est à l'aube qu'il venait, je le savais. Je n'ai jamais aimé être surpris. Même le moindre glissement me jetait à la porte. Même si l'oreille collée au bois, j'attendais éperdument jusqu'à ce que j'entende ma propre respiration. Effrayé de la trouver pareille au râle d'un chien, mon cœur n'éclatait pas et j'avais encore gagné 24 heures. C'est à ce moment précis que l'aumônier est entré. Il m'a regardé, il m'a demandé « Pourquoi refusez-vous mes visites ?» J'ai répondu que je ne croyais pas en Dieu. Il m'a demandé si je parlais ainsi par excès de désespoir. Je lui ai dit que je n'étais pas désespéré, j'avais seulement peur, c'était bien naturel. Je n'étais peut-être pas sûr de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sûr de ce qui ne m'intéressait pas. Et ce dont il me parlait ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas qu'on m'aidât. N'avez-vous donc aucun espoir? Et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier? Oui. On pourrait vous demander de voir. Voir quoi? Toutes ces pierres suent la douleur. Mais je sais du fond du cœur que les plus misérables d'entre vous ont vu sortir de leur obscurité un visage divin. C'est ce visage qu'on vous demande de voir. Je lui ai répondu que cela faisait longtemps que je regardais ces murailles. Peut-être y avais-je cherché un visage, mais ce visage avait la couleur du soleil et la flamme du désir. C'était celui de Marie. Je l'avais cherché en vain. Maintenant, c'était fini. Et dans tous les cas, je n'ai rien vu surgir de cette sueur de pierre. Aimez-vous cette terre à ce point? Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Je lui ai crié « Une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci !» Vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier. Je lui ai dit de ne pas prier. Je l'ai pris par le collet de sa soutane. Je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain. Pourtant, aucune de ces certitudes ne valait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais les mains vides. J'étais sûr de moi. Sûr de tout. Sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir.
Oui, que je n'avais que cela. Mais du moins je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. Que m'apportait son Dieu les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même? Comprenait-il? Comprenait-il donc? J'ai tout fait en criant tout ceci. Il m'a regardé, en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné. Il a disparu. J'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. Pour la première fois, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin de sa vie, elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution, et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. بالفعل الغايب كديكورون وانا هكذا يسرالي كيف يضل كاس قلبي من وجع سهراني